Je vais passer la parole à Pierre Guillaumard pour nous parler d'un des axes forts de notre TNE, à savoir le volet parentalité. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je suis très content parce que certains d'entre vous ont parlé du volet parentalité dans les témoignages. Donc déjà, je trouve ça très très bien. Je regarde Marion, je me dis qu'on a quand même plutôt pas mal bossé. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Pierre Guillaumard. Je suis directeur du site de Montpellier-Hérault pour le CRIJ Occitanie. Le CRIJ Occitanie étant le Centre régional information jeunesse. Alors je vais vous dire en 2-3 mots ce qu'est le CRIJ, parce que je pense que vous ne connaissez pas toutes et tous. Le Centre régional information jeunesse est chargé par les services de l'État en charge de la jeunesse, en l'occurrence la DRAGES, Direction régionale académique jeunesse, engagement, sport, de coordonner, de former, d'animer le réseau information jeunesse. Alors ce réseau information jeunesse est chargé d'accueillir, d'orienter, de conseiller les jeunes de 11 à 30 ans, quelles que soient les thématiques qui les préoccupent au quotidien. Donc ça peut être l'orientation, la découverte des métiers, ça peut être les jobs, la mobilité internationale, etc., etc. Alors ce réseau information jeunesse au niveau national, il est constitué d'un peu plus d'1 millier de structures qui bénéficient du label d'État, du label information jeunesse. Si on zoome sur l'Occitanie, on a une centaine de structures labellisées. Si on zoome sur l'Hérault, qui est le territoire qui nous intéresse aujourd'hui, on arrive à 18 structures labellisées. Alors globalement, le réseau est porté à 70% par des collectivités, communes ou EPCI. Le reste étant porté par des associations comme des missions locales, des maisons de jeunes et de la culture, des centres sociaux. Quelque chose qui est très important pour nous, et c'est en lien avec le sujet d'aujourd'hui, et c'est historique dans le réseau information jeunesse, on accueille les jeunes de manière gratuite, inconditionnelle, c'est-à-dire qu'on ne demandera jamais aux jeunes qui rentrent dans nos structures une carte d'identité ou quoi que ce soit, et puis on vise globalement l'anonymat, on garantit la confidentialité, mais on vise l'anonymat. Voilà globalement pour la présentation du CRIJ. Alors je ne suis pas là aujourd'hui pour vous présenter le réseau information jeunesse, mais plutôt pour vous présenter le volet parentalité du TNE, vous l'avez compris. On a la chance de coordonner ce volet avec le soutien de la trousse à projet. Rémi est là, vous pourrez le rencontrer aujourd'hui, avec le soutien bien sûr de la DRAN, merci Sabrina, et des services de l'éducation nationale. Merci aussi à l'équipe de la DRAN. Donc on coordonne ce volet parentalité. Alors, c'est surtout la personne qui est devant moi qui le fait, qui s'appelle Marion Guigues, qui coordonne le TNE sur l'Hérault. Vous l'avez rencontré sur les territoires, puisqu'on a commencé à faire un peu la tournée des Grands-Ducs. J'allais dire tournée des Popotes, mais en fait non, je préfère la tournée des Grands-Ducs. Alors vous vous posez peut-être la question du pourquoi une structure qui s'intéresse aux jeunes s'intéresse tout d'un coup aux parents. La première chose, c'est que quand on accompagne les jeunes au quotidien, les parents sont jamais bien loin. Quand on parle de logement, quand on parle de découverte des métiers, de mobilité internationale, les parents sont jamais bien loin. Il y a autre chose, c'est qu'on a une habitude assez importante, une expérience de l'animation d'un réseau multi-acteurs. Tout à l'heure, je vous disais effectivement que le label était porté par des structures relativement différentes. Donc on a cette habitude de coordonner, d'animer des acteurs qui ont des cultures professionnelles des fois très très différentes. Et enfin, si on est sur ce volet parentalité, j'ai envie de dire surtout, c'est parce qu'on s'est forgé depuis une vingtaine d'années une vraie culture numérique. Comme tous les centres d'information, je pense notamment à nos collègues des CIO, on a été percuté par le numérique très très vite. Et en fait, très vite, on a dû se dire, mon Dieu, mais toute l'information, elle devient en ligne. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va réagir? Et donc, ça fait effectivement un peu plus de 20 ans qu'on travaille sur une culture numérique qui est maintenant bien ancrée. Et plutôt que de vous en parler pendant 10 minutes, je voulais vous proposer de regarder une courte vidéo qui a été produite par Info Jeunes France, donc la tête de réseau national, alors qui est là pour faire un peu la promo d'un outil d'éducation à l'info, mais qui globalement correspond bien à notre posture, à une sorte de profession de foi, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas la posture qu'on a actuellement quand on parle de numérique et notamment de numérique éducatif. Cette
450 000 messages envoyés chaque seconde via WhatsApp, 4 milliards de snaps partagés tous les jours, 850 000 podcasts actifs dans le monde, générant plus de 30 millions d'épisodes, 500 heures de vidéos uploadées chaque minute sur YouTube, 55 millions d'articles en plus de 300 langues présents sur Wikipédia grâce au travail de 280 000 éditrices et éditeurs bénévoles. Et n'oublions pas les 1,7 milliard de personnes qui utilisent Facebook tous les jours, ou encore les 500 millions qui font de même avec Instagram. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avions échangé autant d'informations à chaque instant. Tant de discussions, de fous rires, d'apprentissages, de découvertes, de rencontres, de déclarations amoureuses. Internet nous connecte les uns et les unes aux autres, et c'est souvent d'une richesse inouïe. Mais l'amour rend parfois aveugle, et les réseaux aussi. Alors pour profiter au mieux de ces nouveaux horizons numériques, apprenons à les comprendre. C'est toujours plus agréable de se balader dans une vaste forêt que l'on connaît, plutôt que de se perdre dans un sous-bois inconnu. Par exemple, savez-vous à qui appartiennent WhatsApp et Instagram ? À Facebook. Et YouTube ? À Google. La notion de monopole, ça vous parle ? Intéressant de comprendre que la quasi-totalité de nos échanges numériques sont gérés uniquement par 2 géants américains. Comme si tous les lieux publics de nos villes et nos villages devenaient d'un coup la propriété d'une ou 2 grosses marques, comme Carrefour ou Auchan. Il existe pourtant d'autres espaces numériques indépendants, comme Wikipédia, Ecosia, ProtonMail ou Framasoft. À nous d'aller les arpenter pour casser ces monopoles. Creusons encore un peu. Quel est le modèle économique de ces géants du numérique ? La publicité. Or, plus ils ont d'informations sur leurs utilisatrices et utilisateurs, nous, plus ils peuvent cibler précisément leur publicité. Et qui sont les cibles ? Encore nous. Donc, plus nous discutons et partageons, plus nous leur donnons d'informations pour faire de nous des cibles publicitaires. Cela n'enlève rien au plaisir d'une photo partagée sur Insta ou d'une vidéo TikTok. Comprendre ce fonctionnement permet juste d'appréhender un peu mieux dans quelle forêt on déambule. D'ailleurs, vous saviez qu'à l'origine, Internet est avant tout un réseau qui permet de connecter des individus les uns aux autres librement, sans être obligé de passer par quelques services centralisés. Comme une forêt luxuriante, pleine de végétaux et d'animaux, où chacune et chacun peut créer son propre sentier pour l'explorer et rejoindre d'autres personnes. Rien à voir avec l'autoroute bétonnée, bordée de champs uniformes et sans voie de sortie, qu'imposent les géants du numérique. Mais les chemins de traverse sont encore là. Certains sont disponibles et d'autres restent à créer. L'infrastructure technique d'Internet n'a pas changé. Encore une fois, il ne tient qu'à nous d'aller les emprunter ou les inventer. Apprendre à connaître nos outils numériques, à les comprendre, c'est choisir de dessiner nous-mêmes une carte de la forêt dans laquelle on aime se balader. On va y noter des chemins et des coins qu'on adore, des clairières à pique-nique, des tanières d'animaux, ou d'autres endroits à éviter, peut-être parce qu'ils sont plus dangereux. Un marécage un peu trop poisseux, un sentier qui débouche sur une falaise, une décharge sauvage. Comprendre le fonctionnement des réseaux numériques permet avant tout de se les réapproprier. C'est choisir ensemble comment on les utilise. Que ce soit pour limiter la circulation des fausses informations, préserver la démocratie, réduire leur impact écologique ou encore ne pas être dupe du fonctionnement d'un algorithme conçu avant tout pour nous montrer des pubs. Pour cela, il faut ouvrir le capot des réseaux et essayer de les comprendre. Qu'il s'agisse des algorithmes, de nos biais cognitifs ou de bien d'autres notions, au sein du réseau InfoJeunes, nous avons développé de nombreux outils pour encourager la réflexion sur ces questions. Comme le cahier d'éducation aux médias et à l'information. Plus de 30 pages de jeu pour affûter notre esprit critique sur ces questions. Le numérique est une chance. Il nous permet d'inventer de nouvelles façons d'être ensemble. Construisons-les collectivement, les yeux et l'esprit grand ouverts. Rendez-vous sur infojeunefrance.org. Donc, voilà un petit peu la posture qu'on a par rapport au numérique. Cette posture, elle est valable pour les jeunes. Moi, je pense qu'elle est valable pour les parents. Il est question d'abord de culture numérique et de permettre de comprendre de manière éclairée dans quel environnement on se situe quand on est sur les outils numériques. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont dit le numérique est une chance, mais pas que. Effectivement, on n'est pas non plus, on ne fait pas non plus la politique de l'autruche, et on sait bien que le numérique peut poser un certain nombre de problèmes, de dangers. En revanche, nous, on a la conviction qu'avant d'être une somme de dangers, de risques, le numérique doit rester cet outil d'accès au savoir, à la connaissance, d'échange entre internautes de tous âges et de tout pays. Ça me fait penser un peu à la chanson d'Enrico Macias, pardon. Donc voilà un petit peu pour la posture qu'on a. On veut effectivement faire partager cette posture avec les parents. Alors je m'aperçois que j'ai complètement perdu le fil de mon diapo, ce qui n'est pas très grave. Et donc voilà, j'aurais beaucoup aimé venir devant vous avec tout un tas de graphiques, comme l'ont montré Ludovic et Sébastien, avec déjà beaucoup de choses à vous montrer, à vous démontrer, faire démonstrateur, hein, comme ça a déjà été dit.
Ceci dit, c'est encore un petit peu tôt. En fait, on a vraiment commencé à travailler sur le volet parentalité il y a 4 mois. Mais par contre, on a des premiers retours d'expérience à vous faire sur la tournée des Grands-Ducs dont je vous ai parlé. Et c'est vrai qu'entre le mois de janvier et le mois d'avril, on a fait le tour des territoires avec Marion, avec Rémi, avec Laurie. Et on a organisé 8 rencontres territoriales sur vos territoires, certains d'entre vous étaient là, autour de cette question de la parentalité numérique. Donc moi, ce qu'on a remarqué, comme c'est une très forte mobilisation des services de l'éducation nationale, avec beaucoup de chefs d'établissement présents, certains d'entre vous sont là, je crois 80 représentants de l'éducation nationale présents, de nombreux représentants des collectivités qui généralement nous auront accueillis, merci à vous. C'est pareil, à peu près 80 représentants de collectivités. Et puis, mine de rien, et je trouve que c'est important de le rappeler, des représentants des parents, notamment les syndicats de parents d'élèves. Et ça nous semblait très important que les parents d'élèves soient là, parce qu'on ne fera pas le TNE volet parentalité sans ses bénéficiaires. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis bien sûr des représentants d'associations, c'est eux qui vont être au front dans la suite du TNE volet parentalité. Et puis saluer notamment il y a 2 semaines à Ganges, à Bédarieux, la participation de la CAF, Caisse d'allocation familiale de l'Hérault, qui est un acteur incontournable quand on parle de parentalité et qui doit être associé au projet. Vous dire quand même quelques éléments sur ce volet parentalité. Les objectifs, amener les familles vers un socle commun numérique, avec, et on l'a déjà repéré, des parents qui ont des niveaux très hétérogènes. Et sur l'Hérault, on en a discuté avec vous, on a des parents qui sont en très grande difficulté avec le numérique. C'est ceux qu'on essaye d'aller chercher. C'est aussi parfois des parents qui ne parlent pas français et on pense qu'il y a un vrai sujet autour des publics allophones et on va essayer dans les prochains mois de vous proposer des temps de formation autour de cette question des parents éloignés du numérique et allophones. Bien sûr, favoriser l'implication des parents dans la scolarité de leurs enfants, notamment avec la mise en place des parents ressources. Les parents ressources, c'est tout bête, c'est un principe vieux comme l'éducation populaire, j'ai envie de dire, c'est du pair à pair. On pense que les parents peuvent être des très bons interlocuteurs pour des parents en difficulté sur les territoires, et notamment des parents qui pourraient être un peu fâchés avec ce qu'ils estiment comme l'institution, qu'elle soit sociale ou scolaire. Et puis bien sûr, je ne l'ai pas encore dit, créer des alliances sur les territoires, des alliances vertueuses, pédagogiques, éducatives. Mine de rien, ces 8 rencontres ont permis de mettre autour de la table des professionnels très différents, avec des cultures professionnelles, je l'ai déjà dit, assez différentes, et c'est extrêmement riche de discuter entre nous et d'aborder cette question de la parentalité numérique. Les facteurs clés, la gratuité bien sûr, la proximité et la concertation avec les établissements scolaires qui sera indispensable, et on en a déjà parlé avec vous. Quel projet? Alors je vais dérouler assez rapidement parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Par qui? On l'a déjà dit, les médiateurs, notamment sur les territoires, avec notamment un profil de professionnels qui risque d'être très impliqué. Ce sont les conseillers numériques France Service que vous avez sur vos territoires et qui risquent fort d'être un petit peu au front sur ce volet parentalité. C'est notamment eux qui seront formés en premier. Je reviendrai un petit peu sur le volet formation. Alors on s'est beaucoup posé la question, bien sûr, dans les établissements scolaires quand c'est possible. Au contraire, ça peut être vraiment très vertueux. On pense aussi que ces ateliers de parentalité numérique, que ces événements, ces rencontres qu'on veut mettre en place peuvent se dérouler dans des lieux un peu tiers. Vous voyez, je n'ai pas dit tiers-lieux. Mais en tout cas, trouver des lieux qui ne soient pas trop étiquetés, soit structure sociale, soit éducation nationale. Et effectivement, on a pensé aux tiers-lieux, on a aussi pensé aux médiathèques, ou à des lieux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. À Agde, par exemple, on était à la Petite Fabrique, qui est un tiers-lieu, et qui, à notre sens, sont des espaces qui sont plutôt favorables à ce type d'activité. Sur quoi? Alors bien sûr sur le numérique scolaire, mais on a aussi la conviction que ce n'est pas forcément tout de suite par le numérique scolaire qu'on va réussir à attirer ces parents qui sont en grande difficulté.
On pense, on constate aussi que les parents au quotidien sont davantage questionnés par les usages de leurs jeunes. Qu'est-ce que mon jeune fait sur TikTok, mon Dieu, plus que par l'inscription et la participation à un ENT. Donc globalement, on pense que le fil à tirer pour attirer vraiment les parents en difficulté, c'est plutôt ce qui les questionne au quotidien. Et ce qui les questionne au quotidien, c'est en partie les usages quotidiens de leurs jeunes en matière de socialisation, en matière de loisirs, etc. etc. Bien sûr, on ne pourra pas éviter le sujet de la consommation d'écran. C'est un sujet qui inquiète les parents, donc ça fait partie des sujets qu'on traitera, tout comme le cyberharcèlement et d'autres thématiques liées au numérique. Comment s'impliquer? Alors pour les établissements scolaires, pour les enseignants, on ne vous demandera pas d'être impliqué en premier lieu en tant qu'animateur, mais plutôt d'être là en tant qu'ambassadeur, d'ouvrir lors d'une fête d'école l'établissement pour qu'il y ait un atelier, un événement autour du TNE. Mais c'est plutôt les associations, les collectivités qui vont monter au front pour organiser concrètement des actions. Et puis bien sûr les parents d'élèves, j'ai parlé des parents ressources, ça nous semble être une bonne solution et on va essayer de le développer, de le mettre en place très rapidement. Je vise toujours pas au bon endroit. J'ai parlé des parents ressources, je ne voudrais pas être trop long, je regarde Laurie, c'est encore bon. Les avantages du dispositif, mine de rien, il y a quand même des financements et quand on en a parlé avec vous sur les territoires, c'est un vrai levier. Donc effectivement, on peut débloquer des financements dans le cadre de ce volet parentalité. L'argent reste souvent le nerf de la guerre et c'est un vrai plus pour nous que de disposer de ces budgets. La formation des médiateurs, j'en ai un petit peu parlé, très important. On va avancer assez rapidement là-dessus. Et puis bien sûr des ressources clés en main, notamment les ressources de la trousse à projet qui seront mis à disposition et qui seront abordées durant la formation qui j'espère seront organisées avant l'été. Et je ne vise toujours pas au bon endroit. Ressources, bah tiens, j'en parlais. Vous pouvez noter le lien tne.troussaprojet.fr, les ressources clés en main avec les mallettes de coéducation par et pour le numérique, avec une partie parents d'élèves, une partie professionnelle d'éducation nationale et une partie médiateur. Vous avez un QR code, n'hésitez pas à le flasher. Mais je vous le répète, cet après-midi, vous aurez l'occasion de rencontrer notamment Rémi, qui représente la trousse à projet. Voilà les mallettes dont je parlais. Et avant de terminer, pour ne pas être trop long, ça marche très mal, je trouve, les prochaines étapes. Très important. Donc, les conventions, on va conventionner avec des associations, avec des collectivités pour cadrer un petit peu ce volet parentalité. Je suis très content puisqu'on a signé une première convention avec la ville de Pézenas. Je ne me trompe pas, Marion? Hein? Oui, c'est ma signature qui manque, donc autant dire que c'est fait. Donc on va commencer à conventionner avec les acteurs, collectivités, associations. On pense pouvoir signer une convention avec l'association Causons Écran, qui est une superbe association, jeune, encore petite, mais qui fait de l'éducation à l'information et aux médias, qui se situe à Lunel, mais qui commence à rayonner un petit peu au-delà de son territoire. Donc voilà, des conventions. On ne va pas attendre d'avoir toutes les conventions signées pour organiser des formations. On est vraiment en train de travailler sur ces formations. Elles seront proposées, je l'espère, avant l'été. Mais c'est très important qu'on puisse vous les proposer assez rapidement. Et puis, bien sûr, les ateliers, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait tout ce travail. C'est concrètement mettre en place sur les territoires des actions. Alors, vous l'avez compris, des ateliers parentalité numérique, des cafés parents. Alors,
les cafés parents, on en a souvent parlé, certains d'entre vous en organisent. L'enjeu, c'est peut-être d'arriver à toucher durant ces cafés parents des parents qui sont réellement en difficulté avec le numérique. Pour avoir animé, pour en avoir discuté avec vous, les parents qu'on a durant ces ateliers, ces temps de rencontre, sont souvent des parents qui ne sont pas si démunis que ça. Donc on a vraiment un enjeu, c'est d'aller chercher les parents les plus en difficulté. Et ça, on va le faire avec vous. C'est ce qu'on a commencé à réfléchir sur les rencontres territoriales. Et puis, s'appuyer sur des événements. Je pense notamment à la semaine de la parentalité à l'UNEL, avec cet objectif, c'était un peu pour ça que j'avais intitulé mon intervention « Articuler plus qu'empiler », c'est qu'on s'est rendu compte que sur les territoires, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'acteurs. Par contre, pas toujours une très très bonne connaissance entre les acteurs, entre les interventions, des cultures un petit peu différentes. Et moi le premier, je suis souvent en train de me plaindre des millefeuilles, des silos. Je pense qu'on peut s'appuyer sur ce volet parentalité pour articuler plus qu'empiler. Et finalement se servir du TNE parentalité pour valoriser des actions qui existent déjà, les mettre en lien et au final essayer de créer une culture commune, un langage commun autour de ce qu'on appelle la parentalité numérique. Alors, en ce moment, je m'amuse beaucoup avec ChatGPT. Donc, j'ai demandé à ChatGPT quelle était sa définition de la parentalité numérique. Je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est relativement attendue. En fait, c'est une synthèse de ce qu'il a trouvé sur Internet. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a souvent ce biais d'un numérique un peu anxiogène. Et pour terminer mon intervention, je voudrais vraiment insister sur le fait que je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution que de toujours présenter le numérique comme une somme de risques, de dangers, d'avoir quelque chose de très anxiogène. Au contraire, je pense qu'on peut s'appuyer sur le numérique pour plus d'émancipation, voilà, une société un petit peu plus lumineuse, plus positive. Et c'est un petit peu ce qu'on vous a proposé de travailler sur ce volet parentalité. Et je ne voudrais pas être trop long, donc je vais m'arrêter maintenant. Merci à toutes et à tous pour votre attention.